Bonjour à vous tous. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo sur les films qui parlent des Illuminati. Alors dans ces films que je vais vous citer, il y en a plus de 25, même 30 que je vais vous citer. Il y en a beaucoup qui font partie de mes films préférés. Je vais vous dire un petit peu le synopsis de chaque film. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous citer à la fois des films qui parlent directement des Illuminati, et il y en a assez peu, et d'autres qui parlent des Illuminati en utilisant des métaphores pour parler indirectement des Illuminati. Il faut savoir que cette image, qui peut paraître caricaturale et mystique, elle a souvent été utilisée au cinéma pour critiquer l'oligarchie mondiale ou une élite politique. Donc, on aura les films qui parlent directement des Illuminati, des films qui parlent des Illuminati mais pour désigner en fait l'oligarchie mondiale ou l'élite politique, et on aura les films qui utilisent vraiment la science-fiction pour encore plus cacher le message, comme par exemple dans la série des films Marvel, enfin je vous expliquerai ça, pour parler indirectement de ces gens-là. Donc il est intéressant de voir comment à divers degrés, à diverses époques, on a pu retrouver l'évocation Illuminati dans le cinéma. On peut parfois le retrouver à travers une imagerie qui se traduit par des symboles maçonniques, judaïques ou encore satanistes. Mais parfois certains films ciblent de façon plus directe l'oligarchie mondiale, comme je vous le disais. D'autres vont plutôt évoquer des sectes secrètes et satanistes. Tous ces éléments se rejoignent finalement dans la théorie Illuminati. Donc, je vous propose une liste de films qui, chacun à leur façon, ont évoqué cette idée d'Illuminati, d'un petit groupe de puissants dominant le monde, exploitant ses habitants, ou se rassemblant en secte pour semer le mal et le chaos. Voilà, je pense que vous allez vous régaler, et je pense même parmi ceux d'entre vous qui croient connaître tous les films sur ce sujet, vous allez forcément découvrir des choses. Alors, en premier, je citerai vraiment le film 23. Pas le nombre 23 avec Jim Carrey, hein. Le film 23, un film allemand, réalisé par Hans Christian Schmidt en 98. Donc l'histoire se passe à Hanovre, en Allemagne, durant les années 80, et s'inspire d'une histoire vraie. Karl Koch est un jeune hacker de génie. Les romans de l'écrivain Robert Anton Wilson nourrissent l'esprit torturé du jeune homme qui se persuade de l'existence d'une dangereuse société secrète, les Illuminati. Karl et plusieurs amis participent au Chaos Computer Club, qui pirate les réseaux informatiques de grandes entreprises dans un idéal de partage général des informations. Notre héros entre bien en contact avec le KGB pour livrer des informations volées, afin de maintenir l'équilibre des forces entre États-Unis et Union soviétique dans la guerre froide. Mais mal entouré, talonné par des ennuis financiers et la toxicomanie, il exécute bientôt ses missions d'espionnage industriel pour l'argent seul. Au fil de l'intrigue, Karl se montre de plus en plus obsédé par le nombre 23, qu'il voit comme la signature de la secte des Illuminati. Cette obsession lui fait peu à peu perdre le sens des réalités. Alors ce film est un de ceux qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune. C'est pas un film qui a coûté des milliards, un gros blockbuster américain, mais il est très très intéressant, surtout si vous aimez un peu l'informatique, la problématique des hackers, etc. Ou même l'anarchisme, ou le sujet des Illuminati. Ensuite, vous avez bien évidemment le film Anges et démons, tiré du film de Dan Brown. Donc le film est de Ron Howard. Alors que le pape est mort et que les cardinaux vont entrer en conclave, les Illuminati, une ancienne et puissante société secrète traquée par l'église catholique, dérobent de l'antimatière au CERN, à Genève, et placent cette bombe à retardement au Vatican. De plus, ils enlèvent les préféritis, c'est-à-dire les cardinaux les plus papables, et envoient une vidéo à la garde suisse expliquant qu'ils comptent en tuer un toutes les heures avant que la bombe n'explose. Robert Langdon, professeur en symbologie à l'université Harvard, à qui l'Église a refusé plusieurs fois l'accès à ses archives, est appelé en urgence par le Vatican pour les aider à délivrer les préféritis et retrouver la bombe. Avec Vittoria Vetra, la scientifique italienne à qui l'antimatière de la bombe a été volée, il s'embarque dans un jeu de piste mouvementé, passant par des cryptes scellées, des catacombes dangereuses et des cathédrales désertes, en essayant de décrypter le rébus vieux de 400 ans laissé par Galilée. Donc, bien évidemment, j'avais lu le roman que j'avais trouvé extraordinaire quand j'étais plus jeune, et bon, le film, bien sûr, ça peut pas reprendre exactement l'univers du livre, mais je trouvais qu'il était vraiment, vraiment pas mal fait, et vous pouvez tout à fait aborder le film même sans avoir lu le livre. Vous verrez, vous serez tenu du début à la fin par l'intrigue. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes films préférés. L'Imaginarium du Dr Parnassus, donc qui est un film de Terry Gilliam sorti en 2009. Avec sa troupe de théâtre ambulant, l'Imaginarium, le Dr Parnassus offre au public l'opportunité unique d'entrer dans leur univers d'imagination et de merveille
en passant à travers un miroir magique. Mais le docteur Parnassus cache un terrible secret. 1000 ans plus tôt, ne résistant pas à son penchant pour le jeu, il parie avec le diable, Monsieur Nick, et gagne l'immortalité. Plus tard, rencontrant enfin l'amour, le docteur Parnassus traite de nouveau avec le diable et échange son immortalité contre la jeunesse. À une condition, le jour où sa fille aura 16 ans, elle deviendra la propriété de Mr. Nick. Maintenant, il est l'heure de payer le prix. Pour sauver sa fille, il se lance dans une course contre le temps, entraînant avec lui une ribambelle de personnages extraordinaires, avec la ferme intention de réparer ses erreurs du passé une bonne fois pour toutes. Alors ce film ne parle pas explicitement des Illuminati, mais vous allez voir, il y a plein de triangles, enfin de delta avec l'œil qui voit tout au long du film, et on a également plein de symboliques chères aux Illuminati, c'est-à-dire une symbolique un petit peu Alice au pays des merveilles, passer de l'autre côté du miroir, aller au-delà de l'arc-en-ciel, over the rainbow, toutes ces symboliques qui sont Illuminati. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a dans le film Heath Ledger, qui jouait le rôle du Joker dans le Batman, où vous savez, à mon avis, il avait le tournage de Batman en même temps que celui de l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Et donc, il est mort pendant le tournage de l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Et le réalisateur a dû trouver d'autres acteurs pour jouer son rôle, c'est-à-dire qu'il se démultiplie en termes de personnalité. Et on a entre autres Johnny Depp, on a deux autres acteurs dont j'ai oublié le nom. Et je trouve que c'est très très symbolique. On pourrait aussi se prendre la tête sur le fait de se demander pourquoi il est mort pendant le tournage d'un film Illuminati, quoi. Bon, Batman aussi, hein, d'une certaine façon, est un film qui pourrait parler des Illuminati. Donc tout ça, ça ajoute encore plus à l'étrange du film. Alors, on a également le film Soleil Vert de 1973. C'est un film culte de science-fiction avec Charlton Heston. Cette œuvre choc démontre comment une oligarchie détruit la planète et exploite les humains dans tous les sens du terme. On y voit également en scène un véritable complot du gouvernement américain à travers la firme Soleil Vert. Tout cela peut évidemment faire écho de façon indirecte au Watergate ou au meurtre de Kennedy. Les films américains de cette époque commencent à montrer leur désillusion. Donc c'est un film qui ne parle pas directement des Illuminati, mais d'une oligarchie mondiale qui souhaite dépeupler le monde. Je vous en dis pas plus, donc c'est vraiment un film à voir, un film référent si vous ne le connaissez pas déjà. Bon, ça laisse sur un goût assez amer, mais c'était plutôt des films qui étaient faits pour nous alerter. Vous avez aussi le film La Montagne Sacrée, de 1973 également, The Holy Mountain, ça c'est le titre en anglais. Film universel et véritable objet cinématographique de fascination, La Montagne Sacrée a recours à des tas de symboliques à travers lesquels on retrouve le satanisme et les Illuminati. On se souvient que le film précédent d'Alexandro Jodorowsky, El Topo, mettait déjà en scène des symboles Illuminati. Dans La Montagne Sacrée, on retrouve cette idée de 9 personnages qui domineraient le monde. En l'occurrence, ceux qui veulent devenir ces personnages légendaires sont les parfaits représentants de l'oligarchie du monde occidental libéral. Jodo montre donc comment on manipule les esprits par diverses industries, arts et entreprises. Au final, le constat est simple. Toute grande entreprise n'est qu'un maillon d'une chaîne destinée à dominer et exploiter le monde. Une vision satirique, grotesque, mais ultra pertinente. Alors maintenant, je vais vous parler de divers films qui sont tirés de l'univers Marvel. Alors globalement, dans l'univers Marvel, les représentants des différentes factions super-héroïques et races cachées de la planète forment une société secrète nommée les Illuminati. Ses membres sont le Docteur Strange, sorcier suprême de la Terre, dont ils ont sorti un film, je vais vous en parler, Namor, le prince des mers, un Atlante, Flèche Noire, roi de la race des Inhumains, Charles Xavier, fondateur des X-Men et un des plus puissants mutants du monde, Reed Richards, Mister Fantastique, chef de l'équipe d'aventuriers Les 4 Fantastiques, dont ils ont tiré aussi un film, je vous en parlerai, et Tony Stark, l'industriel milliardaire, super-héros, en armure sous le nom d'Iron Man. Alors, dans tous les films tirés de l'univers Marvel, il y a plus ou moins des symboliques Illuminati, déjà. Ça, c'est clair. Donc, je vous parlerai d'abord du film Doctor Strange, film qui est réalisé par Scott Derrickson. Célèbre et brillant neurochirurgien, le docteur Stephen Strange est cependant dépassé par son égocentrisme qu'il fit avoir un accident de voiture. Ses mains furent broyées et aucune technologie ne peut les réparer. Déterminé à trouver un remède, il entreprend un voyage vers le sanctuaire de Kamartaj au Népal. Il y rencontre l'Ancien et découvre les secrets des arts mystiques. Il combattra aux côtés de Mordo, un ancien adepte du sanctuaire,
Caecilius, qui souhaite invoquer Dormammu pour plonger la Terre dans la dimension noire. Strange, avec l'aide du puissant artefact l'œil d'Agamotto, renfermant la gemme du temps, réussit à détruire Caecilius et sauver la Terre. Donc vous avez aussi le film Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, qui est sorti récemment, qui a été réalisé par David Yates. Il s'agit du deuxième volet de la série Les Animaux Fantastiques. Alors pour moi, il fait à la fois référence à l'univers Marvel, mais il y a également quelques éléments de Harry Potter, puisqu'il s'agit d'une adaptation de J.K. Rowling. Alors ce film, dans lequel il y a notamment Johnny Depp et Jude Law, qui jouent également les deux bizarrement dans le film que je vous ai cité précédemment, l'Imaginarium du Docteur Parnassus. C'est souvent des acteurs qui jouent dans le même type de film. Alors voici le synopsis résumé. En 1927, quelques mois seulement après son arrestation par le Congrès magique des États-Unis, Gellert Grindelwald s'évade et souhaite rassembler des sorciers de sang pur afin de régner sur l'ensemble de la population non magique. Albus Dumbledore, un professeur renommé de l'école de sorcellerie britannique de Poudlard et ancien ami d'enfance de Grindelwald, semble le seul en mesure de l'arrêter. Dumbledore se dit incapable d'affronter lui-même Grindelwald et conseille discrètement à son ancien élève, Norbert Dragono, de retrouver le jeune Croyance Belbos en quête de son identité avant que Grindelwald ne puisse l'influencer. C'est l'occasion pour Norbert de retrouver ses amis Tina, Queenie et Jacob. Alors j'ai vu ce film récemment et très franchement, j'ai beaucoup apprécié que vous aimiez l'univers fantastique en général, que vous aimiez aussi les beaux films en images de synthèse. On voit des vues de Paris dans un univers parallèle fantastique des années 20, mais on voit aussi des images de Londres. Enfin, déjà, je trouve ça très très bien fait, les effets spéciaux sont bien faits. Et puis en plus on a l'intrigue, vous allez voir des luttes entre le bien et le mal. Et alors la fin est un peu surprenante. Très franchement, je me suis demandé si le film ne nous disait pas en dernier recours que le mal poursuivrait son action, quoi. C'est un petit peu ce que j'ai compris. Alors allez le voir et puis vous me direz ce que vous avez compris du film. Beaucoup aimé. Alors vous avez aussi le film Da Vinci Code, d'après le roman de Dan Brown, qui parle moins spécifiquement des Illuminati comme Anges et Démons, mais qui parle plutôt du prieuré de Sion, des Templiers, de l'ordre catholique secret de l'Opus Dei, qui a d'ailleurs longtemps demandé avant la sortie du film que son nom ne soit pas cité dans le film par crainte pour son image. Donc voici le synopsis. Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des symboles, est appelé d'urgence en France au musée du Louvre. Le conservateur du musée a été assassiné, mais avant de mourir, il a laissé derrière lui de mystérieux symboles. Avec l'aide de la cryptologue Sophie Neveu, Langdon va mener l'enquête et découvrir des signes dissimulés dans les œuvres de Léonard de Vinci. Tous les indices convergent vers une organisation religieuse aussi mystérieuse que puissante, prête à tout pour protéger un secret capable d'anéantir un dogme bimillénaire. De Paris à Londres, puis en Écosse, Robert et Sophie vont tout tenter pour déchiffrer le code et approcher les secrets qui remettent en cause les fondements mêmes du christianisme. Donc le film est vraiment pas mal, hein. Bon, là aussi c'est pas pareil que le livre, mais vraiment vous passerez un bon moment, ça c'est clair. Vous avez aussi le film Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Alors ça fait partie des films, je crois, sortis par Disney, qui sont à la fois, enfin qui étaient faits pour un public enfant, mais pas seulement en fait, hein. Aussi bien les adultes que les enfants peuvent les voir, et il est intéressant à bien des égards. Voilà le synopsis. Benjamin Gates, dit Ben, suit les traces de la famille Gates en voulant mettre la main sur le fameux trésor des Templiers, d'une valeur incommensurable qui aurait été cachée par les francs-maçons durant la guerre d'indépendance des États-Unis. Toutefois, cette quête n'est pas une mince affaire, car on ne peut atteindre le trésor qu'en suivant un indice aboutissant généralement, lui aussi, à un autre indice. C'est ainsi que Ben et son meilleur ami Riley s'associent avec Ian Hove, un mercenaire, et qu'ils découvrent sur un bateau en Arctique, la Charlotte, un indice qui lui laisse penser que le prochain sera présent au dos de la déclaration d'indépendance des États-Unis. À la suite d'une trahison d'Ian Hove, il décide de la voler, avec l'aide de Riley,